Nous avons, pour cette 8e séance, tenu à isoler l'action de deux acteurs que j'appelle les acteurs pivots de la transition, parce que ce sont des acteurs capables d'articuler les relations entre l'écologique, l'économique, le social et le politique. Pourquoi filière et territoire comme acteurs pivots? Donc, effectivement, au niveau des territoires, on comprend très bien la dimension systémique, les liens entre les domaines, la consommation, y compris à travers l'organisation de la distribution et de la grande distribution, la mobilité, les systèmes agroalimentaires, l'habitat, etc. La collectivité régionale est incontestablement une collectivité qui a des leviers pour travailler sur la question de la réduction de l'empreinte carbone, et qui a d'autant plus de leviers que s'il y a en plus une volonté politique affirmée, eh bien les deux ensemble, ça peut permettre des avancées parce que nous avons des compétences clés sur le développement économique, sur les mobilités, sur l'habitat et la transition énergétique, sur l'agriculture, qui nous permettent d'aller de l'avant. Le problème est que les régions sont des nains en termes de décision et que nous sommes dans un système qui n'est pas décentralisé et où l'État reste trop puissant sur des sujets sur lesquels il ne devrait pas intervenir. Il devrait y avoir un principe de subsidiarité qui s'impose et que là où les territoires peuvent faire, et donc là je parle du levier, du niveau territorial qui est le mien, à savoir le niveau régional, on devrait nous laisser faire. Et ce n'est pas le cas, et je vais donner un exemple extrêmement précis. Depuis 13 ans, je mène des politiques très énergiques sur la question de la rénovation thermique, avec de l'aide au conseil des particuliers, avec ensuite de l'aide à la mise en place de plans d'action, de l'aide au financement pour pousser la rénovation thermique. Et depuis 13 ans, je me plains parce que l'État cherche non pas à faire du qualitatif, à pousser la notion de BBC, mais à faire du quantitatif et du chiffre. Je suis heureuse, il y a un an, d'apprendre que l'État va mettre en place un service public de l'efficacité énergétique. Enfin, très bien. Donc, je peux imaginer que l'État va s'appuyer sur des régions qui ont déjà avancé. Eh bien, non. L'État réinvente un système et le système que l'État nous amène, eh bien, il vient contrecarrer 13 ans d'efforts dans notre collectivité. L'autre souci, c'est d'embarquer, c'est d'embarquer tout le monde, parce que oui, c'est bien de se fixer des objectifs de résultats, mais il faut qu'on arrive à marcher ensemble. Donc tout à l'heure, j'appréciais que Pierre Calabre parle de la nécessité de travailler sur les deux jambes, la jambe écologique et puis la jambe sociale. Et il y a obligation d'embarquer tout le monde. Il y a un travail effectivement de sensibilisation à faire et nous nous appuyons sur tous ceux qui avancent et qui peuvent être des citoyens totalement ordinaires, qui ne savent pas qu'ils sont des héros de la transition énergétique. Nous en faisons des héros et nous avons mis en place un réseau de ces personnes qu'on appelle des potes, les pionniers ordinaires de la transition énergétique, et ce réseau est à même de faire un travail effectivement de sensibilisation. Hors de ce travail-là, on ne pourra pas avancer. Donc là, on vient de délibérer tout récemment, le week-end dernier, la déclaration d'état d'urgence climatique de la ville de Lyon et nos nouveaux objectifs. Donc nos nouveaux objectifs, c'est moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030, et on les a fixés sur la base de la stratégie nationale bas carbone. Donc on s'est aligné sur la SNBC. On a un troisième aspect qui va nous limiter, c'est l'acceptabilité de l'endettement. Là aujourd'hui, la nouvelle majorité écologiste de la ville de Lyon fait le choix de passer l'endettement de la ville de 5 ans à 10 ans.
pour réaliser la transition écologique. Donc, on a une programmation pluriannuelle des investissements d'1,25 milliard, et on l'a porté au maximum qu'on estimait politiquement acceptable et acceptable notamment pour l'État qui pourrait ensuite vouloir mettre sous tutelle la ville de Lyon ou nous chercher des poux à cause d'un taux d'endettement qui serait jugé excessif. Donc aujourd'hui, l'argent n'est pas cher, on pourrait s'endetter plus, mais il y a cette question de jusqu'où on peut aller. On est plafonné par ça, donc on peut investir plus si on trouve des subventions d'investissement de la part de l'Europe, de la part de l'État, etc. Le plus gros de tous les volets, c'est quand même le volet changement culturel. C'est notre capacité à changer d'imaginaire et à imaginer une transition écologique qui nous décroche de cette vision de développement économique et de croissance du PIB, puisque c'est quand même la cause principale de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre question principale, elle est d'imaginer un monde de la post-croissance où on se met comme objectif principal plutôt le bien-être que la production de valeur économique mesurée avec plus ou moins de pertinence. Sur la complexité administrative et réglementaire qui existe en France, dont il faut se dépasser si on veut pouvoir jouer de l'empreinte carbone et des vrais plans climat. Parce que voici comment c'est réglé à notre échelle. Vous voyez, Paris, c'est tout en bas. On a un échelon métropolitain, un peu comme Sylvain et Lyon, et puis on a aussi, bien sûr, la région, et puis l'État au-dessus. Les plans climat, ils sont là, les obligations légales. Et puis, vous voyez toutes les flèches avec lesquelles on doit soit être compatible, soit tenir compte et autres. Par exemple, le plan local d'urbanisme doit tenir compte du plan climat qui va être compatible avec le schéma régional, qui lui-même, normalement, il doit être compatible avec la SNBC. Mais nous, à l'intermédiaire, il y a un plan climat métropolitain, donc il faut qu'on s'assure aussi de ses comptabilités. Il y a un SCOT, un SGRIF. Voilà. Ce n'est pas avec ça qu'on va discuter d'empreinte écologique. Et il faut avoir la chance d'avoir sur des territoires des équipes et aussi politique et administrative assez courageuse pour dépasser ça et aller au-delà. Vous regardez, il y a des petits points rouges. Et ces petits points rouges, c'est ce que disait Sylvain tout à l'heure. Ça, c'est la responsabilité directe de la maire de Paris, de son administration, et qui pèse finalement que 1,2% de son empreinte carbone. Et ça, vous pouvez aller quasiment sur tous les territoires français. La responsabilité directe d'un maire, c'est entre 1 et 5%. Mais là, maintenant, on va parler d'obligation de résultat. Et ce qui est très, très drôle, quand on a dessiné le dernier plan climat pour être neutre en carbone en 2050, justement avec l'ensemble des acteurs, citoyens, entreprises, scientifiques ou autres. Beaucoup d'entreprises et de citoyens nous ont dit, bon, vous venez nous voir tous les 5 ans pour réfléchir avec vous sur comment on écrit un plan climat, où on va ensemble, la trajectoire, mais en fait, on ne gouverne pas ensemble et on ne décide pas ensemble. Donc, il faut trouver un nouveau système. Et on essaye depuis 2 ans. Le dernier plan a été adopté en 2018, avec une période très délicate après, de créer ce système de gouvernance par un système qui s'appelle l'Agora, où les citoyens sont présents. On a une brigade qui s'appelle les volontaires du climat. Il y en a 25 000. Les associations sont présents, les scientifiques sont présents, le collège d'administration est présent, mais juste uniquement à titre observateur. Et puis, on a un dispositif de gouvernance avec les entreprises qui ont signé une charte d'engagement un peu accolée au plan climat, avec des engagements qui sont vérifiés, contractualisés, et qui sont membres aussi de cette agora. Je cite juste par Action Climat parce que c'est pour faire la liaison avec les filières tout à l'heure, mais on veut emmener tout le monde, donc il faut aussi qu'on ait l'obligation de résultat pour nous, qui soit vérifiable, mais aussi pour les entreprises. Et dans Par Action Climat, ils ont signé une charte. Cette charte, elle est visible. Il y a des engagements sur le site et ils sont vérifiés par nos services et par les instructeurs indépendants. Et c'est publié. Par exemple, si on le décline au secteur du logement, vous regardez, logement social, bien évidemment, la ville de Paris est très fortement partie prenante, donc on peut agir. Logement privé, comme quasiment tous les maires de France, on ne peut que accompagner le dispositif. Et puis, il y a les nouvelles constructions qui posent toujours un petit souci. Est-ce qu'il faut parfois densifier, pas densifier? Et là, on montre avec au moins le budget carbone que, attention, parce que si on densifie un peu plus que ce qui était prévu, il va falloir réduire un peu plus, soit sur le logement privé, soit sur le logement social, en termes d'impact énergétique, d'impact carbone. La deuxième chose que j'ai essayé de faire et que j'essaierai de faire de façon plus large, c'est la suppression totale, définitive et entière de la notion d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt. En fait, les gens ont des solutions sur les territoires, ont des solutions pratico-pratiques, ont des solutions assez territorialisées, très sectorisées la plupart du temps. Et malheureusement, pour avoir la subvention, il faut modifier son projet pour rentrer dans la case. Et quand on est dans la case, on ne peut plus en sortir parce qu'on est bordé par des conventions, des financements, des comités de pilotage, des comités de suivi, des comités d'évaluation.
aujourd'hui, dans beaucoup de régions, en tout cas en Bretagne, c'est comme ça, la procédure est aujourd'hui plus coûteuse que l'action elle-même. Donc, nous devons essayer de renverser cette situation et de proposer peut-être autre chose, c'est-à-dire des appels à solutions. Des appels à solutions qui ne mettraient pas en concurrence les communes les unes avec les autres pour avoir les subventions, ni les entreprises, ni les citoyens, mais au contraire dans une démarche fraternelle, de cofraternité pour essayer de trouver des solutions. Mais de trouver des solutions vers quoi? C'est ça qui est le thème de votre table ronde. Et là, il nous faut réfléchir aussi sur des formes d'indicateurs. Nous travaillons aujourd'hui avec mes équipes sur l'indicateur breton de prospérité durable, qui s'inspire assez de l'indicateur actuellement en cours en Wallonie, mais aussi l'origine green irlandais, où on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une gestion, une direction politique qui ferait que on essaierait d'avoir, et sur le plan économique, et sur le plan de la gestion communale, et sur le plan de la gestion associative, des actions qui n'ont aucun impact négatif sur l'environnement, la santé et l'emploi. On n'y est pas, hein, on est loin. Mais c'est quelque chose qui serait un challenge vers ça. Il nous faut vraiment renverser la table sur les méthodes de gouvernance aujourd'hui, et nous sommes en train de travailler avec cet indicateur de prospérité durable en Bretagne, avec des économistes, avec le ministre également irlandais qui a travaillé sur ces questions-là d'origine green irlandais, avec un certain nombre de scientifiques, et aussi des chefs d'entreprise et des directeurs de parcs d'activités, parce que nous savons bien que, par exemple, la norme ISO 26000, qui est une norme de RSE, qui est une norme intéressante sur de responsabilité sociale et environnementale, est quelque chose qui peut contribuer à enrichir cet indicateur général et qui devrait être porteur de toute une politique régionale. Ainsi, si une collectivité vient demander des subventions, ou une entreprise vient demander des subventions, une entreprise comme en Bretagne, très souvent, tous les 3, 4, 5 ans, il y a des entreprises qui viennent nous demander des subventions parce qu'il faut sauver l'emploi, etc. On sera en mesure de dire, OK, pour sauver l'emploi, mais en quoi avez-vous contribué à l'indicateur breton de prospérité durable? Est-ce que vous avez diminué votre empreinte carbone? Est-ce que vous avez augmenté le revenu des agriculteurs? Est-ce que vous avez réduit l'usage des pesticides ou non? Si la marge de progrès est importante ou suffisante, là, il n'y a aucune raison que le Conseil régional ne puisse pas aider, voire même impulser cette entreprise. Il y a une réelle prise de conscience sur le fait que la comptabilité sous sa forme actuelle, elle est incomplète. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui dans notre profession que énormément de formations autour du capital immatériel, sur les normes ISO, sur des formations sur le bilan carbone, sur des missions RSE, sont de plus en plus présentes depuis environ 3-4 ans. Mais c'est vrai qu'on reste quand même au niveau de notre métier assez à la traîne. Mais cette réforme de la comptabilité qu'il faut faire, de toute manière, elle va être, à mon sens, longue et complexe à mettre en œuvre parce qu'en fonction des objectifs qui vont être poursuivis, on évolue en fait sur des temps différents. Donc d'un côté, on a un temps de l'immédiateté, pour moi qui est celui de l'action, de maintenant, il faut agir, c'est urgent. Et donc ça passe par le biais de ce qu'on appelle maintenant les comptabilités carbone. Donc on rejoint un peu la proposition là, des registres carbone qu'on avait évoqué notamment avec Armelle. Et après, sur un temps plus long, il va y avoir effectivement la mise en place de comptabilité qu'on pourra appeler développement durable ou performance globale ou intégrée. Enfin, il y a plein de noms qui sont choisis, mais qui rejoignent en fait le même objectif. Et ça sera effectivement plus long à mettre en place. Là aussi, des choses ont avancé. Il y a déjà des méthodes qui existent, qui sont abouties. Moi, aujourd'hui, j'en connais 4 qui sont abouties. Vous avez, et donc qui ont été mises en place en fait souvent par des confrères, experts comptables. Vous avez la comptabilité universelle de Jacques de Saint-Front. Il y a la méthode CARE qui est connue aussi, portée par Jacques Richard et Alexandre Rambaud. Vous avez la méthode SEM qui est portée par Marielle Mathieu. Et vous avez ADES Logique qui est portée par Christine Chavigny. Donc ça, c'est des nouvelles formes de comptabilité qu'il faut être, oui, pragmatique et réfléchir avec ce qui existe déjà sur le territoire, parce qu'il faut effectivement agir à l'échelle des territoires. Et par exemple, l'idée, ça serait de reconvertir les actuels
OGA, c'est-à-dire les organismes de gestion agréés, qui vont probablement disparaître en 2023 parce qu'ils perdent en fait. C'est des organismes, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, de contrôle, de comptabilité des entreprises. Et en général, c'est plutôt des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Et donc, l'obligation, si vous voulez, de recourir à ces OGA était en fait soumise à une majoration des revenus de 25% en cas de non-adhésion. Donc, la plupart des entreprises assujetties à l'IR adhéraient aux OGA, mais cette obligation et cette majoration des revenus s'achèvent en 2023. Donc, ces organismes de gestion vont disparaître. Donc, comme ils ont déjà ils existent déjà sur le territoire, sur le maillage territorial, ils ont déjà un vivier d'entreprises dans leur listing, en fait, ça serait de transférer leur compétence actuelle, qui est de contrôler une comptabilité financière, sur un contrôle de comptabilité carbone, pour contrôler, par exemple, s'il y a cette mise en place d'un registre carbone qui, de toute façon, va advenir, de contrôler en fait ces émissions carbone de ces entreprises-là. On estime que notre alimentation au sens large, c'est entre 20 et 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que c'est très compliqué parce que l'agriculture est incontestablement la principale victime du réchauffement climatique parce que c'est elle qui utilise le climat, qui utilise l'eau, etc. Donc quand tout ça se dérègle, c'est beaucoup plus difficile de produire. Mais c'est une des principales émetteuses de gaz à effet de serre. Et ce qui est intéressant, c'est un des seuls secteurs qui peut refroidir la planète en fixant du carbone. Et donc, les histoires de bilan carbone sont très compliquées parce que le gaz carbonique qu'on a l'habitude de mesurer, c'est peanuts dans l'agriculture. La moitié des gaz à effet de serre émis par l'agriculture, c'est le protoxyde d'azote. Parce que le protoxyde d'azote, lui, il est 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Alors là, on sait, c'est notamment pour l'essentiel une combinaison de l'engrais azoté et du labour. C'est évident que quand on achète du blé sur un champ qui n'est pas labouré, qui est cultivé en permanence et qui a des haies tout autour, son bilan carbone est infiniment meilleur que le blé sur un champ de 20 hectares sans haies qu'on a labouré et qui a tranquillement attendu 6 mois avant de fonctionner. Il faut évidemment inciter au maximum à l'apparition de cette agriculture écologiquement intensive et non pas chimiquement intensive, une agriculture qui se base sur les associations de plantes, les plantes et les arbres, les animaux, les plantes et les arbres. Et là, c'est du genre un facteur de 1 à 10 en termes de réchauffement de la planète. Donc, je ne peux pas juste dire le blé c'est tant, le maïs c'est tant, la pomme c'est tant. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'on discute là pendant ces 2 mois, c'est vachement compliqué l'agriculture. Mais en tous les cas, maintenant, chaque fois que je passe devant un champ au mois de septembre et qu'il est marron, je dis mais c'est pas possible, cette atteinte à la planète, c'est pas possible. Je veux dire, sur tous les hectares français, ça doit être vert. Il y a un premier truc avant de tout comptabiliser qui doit dire la couleur marron est interdite dans ce pays. Ok, donc bilan carbone, comme on voit, carbone c'est pas tout, méthane, azote, etc. c'est plus important, mais grosso modo, si on prend toute la panoplie de méthodologies qui ont été utilisées pour étudier la filière banane, on voit que c'est pas très étonnant que c'est le transport maritime en 2 pales là qui est le plus émetteur de gaz carbonique. Deuxièmement, c'est les engrais et la production des pesticides. Donc, il y a une traçabilité, c'est une filière relativement étudiée. Ce qui n'est pas étudié, c'est l'impact sanitaire des pesticides, comme dans toutes les filières. Personne
s'intéresse à financer ce type d'études, mais le bilan carbone est très bien étudié. Je vous ai montré la moyenne des résultats. Donc, la banane du futur, moins de bananes consommées par habitant dans les pays riches, probablement, c'est-à-dire les pays non tropicaux. Si on établit des quotas carbone individualisés, il me semble qu'on va manger moins de bananes par habitant. Mais mon message principal, c'est qu'il ne faut pas dissocier la question de l'impact climatique des autres questions environnementales, sanitaires, sociales et économiques. Désolé, mais on est dans la complexité qu'il faut naviguer. Et pour finir, la transition agroécologique de cette filière horriblement agrochimique et monoculture doit se faire parce que les territoires, les 25-30 territoires qui dépendent du commerce international, la banane aujourd'hui, ont le droit à une production qui internalise ces coûts sociétaux très substantiels. Que je vous ai essayé de démontrer très rapidement. Donc, voilà, il faut regarder l'ensemble du scénario et prendre en compte des facteurs contre-intuitifs et complexes. Mais on essaie de travailler vers un contrat de filière avec tous les acteurs, de la régulation hybride, contraignante et privée, mélangée. On est dans ça, dans le Forum mondial de la banane. Une régulation hybride pour tous les acteurs économiques et publics, territoriaux et de la filière. On a besoin d'articuler ces différents niveaux et moi je plaide pour qu'autour de ces questions, on fasse front commun pour construire une parole très forte par rapport à ce délire procédurier qu'en plus chacun connaît. Mais vis-à-vis duquel, je trouve, il n'y a pas de parole collective suffisamment forte avec des propositions. Je ne sais pas si ce sera le prochain cycle de débat qu'il faudra inventer, mais on voit bien à quel point il y a un nœud du problème. Il faut trancher le nœud gordien à un moment donné.